Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Donc vous ne le voyez pas, mais en tout cas je suis très content. Pourquoi Big Rusty ? Eh bien parce que nous avons le poster de l'UFC 270 qui est enfin fièrement affiché au studio. Peut-être que vous aurez l'occasion de le voir, en tout cas ça fait très plaisir. Bien, revenons à nos moutons. UFC 276, les chiffres du pay-per-view sont tombés et ça confirme une certaine tendance pour l'UFC, en tout cas que c'est une année peut-être de transition pour l'organisation qui peut-être en tout cas place ses pions pour de futurs gros chocs. En tout cas ça n'impressionne pas vraiment, on va voir ça ensemble. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc Big Rusty qui est de retour de Suède. On est de retour de Suède. Oui, pardon. Donc on a vu, oui, on vous Accompagné Volkan. On vous réserve quelques petites surprises avec Volkan, on vous réserve quelques petites surprises tout court, et puis on l'a croisé que du beau monde là-bas. Waouh. Donc voilà, merci à Fred, le manager de Volkan, d'avoir facilité tout ça et d'avoir réussi à ce que tout ça soit fait. Et franchement, c'était génial. Et je pense que le résultat vous plaira. Mais en tout cas, voilà, c'était super. Formidable. Revenons à nos moutons Big Rusty, donc UFC 276, qui a fait, roulement de tambour ou pas, 400 000 en pay-per-view. On se souvient qu'Israël Adesanya est impressionné pendant le Covid, puisque c'est lui qui avait battu les records, en tout cas à l'époque, avec 700 000 pay-per-view pour Paulo Costa contre Israël Adesanya, 800 000 pay-per-view pour Israël Adesanya contre Jan Blachowicz, et là, retour à la réalité avec 400 000 seulement pay-per-view vendus. Ben ouais, et surtout ce dont on discutait, c'est que au-delà du fait que on l'a dit et redit, il y a eu un avant-après l'ère ESPN, parce que quand il y a eu plus de barrières à l'entrée, donc il faut que tu aies le ESPN Plus qui est un abonnement mensuel, et en plus que de l'abonnement mensuel que tu payes les pay-per-view, ça a refroidi pas mal d'ardeur, et donc ce qui était par exemple 500 000 pay-per-view avant ESPN Plus et tout ça, c'était vraiment bien, mais normal quoi. Et là, 500 000 $ de pay-per-view après l'ère ESPN Plus, c'est vraiment... 500 000 pay-per-view vendus. Oui, j'ai dit quoi? 500 000 $ de pay-per-view. Ah oui, 500 000 de pay-per-view vendus, c'est vraiment très bon quoi. Donc 400 000, c'est donc c'est bon. Tu vois, si on fait l'échelle, non mais c'est vrai, tu vois. Et ce qui serait moyen aujourd'hui à l'ère d'ESPN Plus, c'est quoi? C'est 250 000, 300 000. Là, ce serait moyen. Ouais, et encore, parce que quand Ozzy il y a la barrière à l'entrée, vous devez être abonné à ESPN. Et donc en gros, c'est ce que je regardais là. Déjà aujourd'hui, le prix du pay-per-view a augmenté puisqu'on est à 75 $ maintenant pour chaque pay-per-view. Et en plus donc du 75, vous êtes obligé d'avoir votre abonnement pour l'année à ESPN+. Et donc en gros, le pack que propose ESPN aujourd'hui, c'est 100 $ pour avoir un pay-per-view plus l'abonnement à l'année. Voilà, mais après, à chaque pay-per-view, vous devez ajouter les 75 $. Et vous remarquerez aussi que depuis que l'UFC a signé chez ESPN, tous les ans, le pay-per-view augmente de 5 $. Là, je pense qu'on a atteint... on sait pas, mais en boxe anglaise, en tout cas, on est autour des 80, donc peut-être que ça a augmenté de 5 $ l'année prochaine et stabilisé. Mais en tout cas, ce que je voyais, moi, c'est quand il y a eu les résultats qui étaient de 400 000, la plupart des gens me disaient, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'UFC a peut-être atteint, en gros, un chiffre en termes du prix du pay-per-view qui est peut-être un peu trop haut, en fait, et qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de mettre les 75 $ en plus de l'abonnement ESPN, parce que ça fait que votre budget minimum UFC tous les mois, si vous achetez les pay-per-view, c'est 80 $. Ça fait pas mal. Énorme. Bah ouais, c'est très difficile de faire des comparaisons parce que c'est un peu hasardeux, mais quand tu compares aux plateformes de streaming où tu as des catalogues illimités et ça coûte quoi? C'est 10 $, un truc comme ça. C'est énorme. Alors du coup, je sais pas comment ça se passe effectivement au niveau de la boxe anglaise, ce serait intéressant d'avoir un comparatif. Ils en ont un par mois à peu près de gros pay-per-view intéressants. Ouais, et sachant qu'en plus, par exemple, Canelo contre Bivol avait beaucoup déçu. Parce que donc c'était sur DAZN, et c'était donc DAZN qui s'est relancé en pay-per-view, et ils avaient fait entre 600 000 et 700 000, et c'était très décevant. C'est décevant? Ouais. Parce qu'ils ont moins de barrières à l'entrée. Pour Canelo, c'est très décevant. C'était combien que tu payais? C'était 80 $ donc? C'était 75. Et c'est décevant? Ouais. Pour Canelo Alvarez, oui, c'est décevant. Il est à combien normalement? Plus d'1 million, quoi.
Ah ouais, à chaque pay-per-view? Ouais. Effectivement. Mais oui, par contre, ok, Star Power, d'accord, je savais pas qu'ils faisaient ces chiffres-là. Mais en tout cas, une tangente qui est aussi intéressante, parce que donc, il y a deux choses. Le premier, c'est qu'effectivement, Adesanya, que ce soit parce que les gens commencent un petit peu à se rendre compte que ça n'est plus aussi spectaculaire que ça avait pu l'être avant. Donc les gens, entre guillemets, savent que Adesanya, maintenant, c'est plus quelqu'un qui gère ses combats. Donc on est un peu plus rentré du côté du GSP style. Mais après, Georges Saint-Pierre, il avait le gros avantage qu'il était canadien et que c'était sur la même time zone que les États-Unis. Et donc... donc c'était chez lui aussi. C'était chez lui, c'est la même time zone que les États-Unis, c'est un mec donc tout son pays est derrière lui, et c'est un gros pays qui est très amateur de ce genre de contenu. Nouvelle-Zélande, je pense pas qu'il soit super amateur encore de ce genre de contenu, donc on peut pas vraiment dire qu'il a un pays qui le soutient en termes de pay-per-view, je pense. Nigeria, je pense pas non plus. Donc, Adesanya, c'est peut-être une star sous d'autres métriques, mais en tout cas en pay-per-view, il perd un peu de vitesse, j'ai l'impression. Ouais. Et le deuxième truc qui est très intéressant, c'est Charles Oliveira. Moi, je voulais juste ajouter pour Adesanya, ce qui ne lui rend pas service non plus. Il n'y a pas eu les chiffres de l'UFC 271 qui sont sortis, donc Adesanya Whittaker. Parce que la Nouvelle-Zélande, mine de rien, c'est pas un gros pays en pay-per-view, mais ils ont eu des grosses stars aussi. En gros, moi, pour le coup, là où je me dis peut-être que pour Adesanya, c'est ce qui fait que là, il y a des performances assez pauvres, c'est que c'était contre Cannonier. Et que Charles Oliveira, Adesanya, il a prouvé contre Blachowicz, puisque c'était pour le statut de Champ. Contre Paulo Costa, il y avait beaucoup de tension. Là, contre Cannonier, tout le monde disait, clairement, c'est perdu d'avance. Ouais, c'est sûr, mais il avait le côté, le trash talk qui était relativement là. C'est vrai qu'il n'a pas aidé beaucoup Cannonier, mais il était en mode, maintenant, je suis dans une nouvelle dynamique, je veux combattre souvent et je veux éclater les mecs. Enfin, tu vois, ça aurait pu se... Puis même, tu sais, Conor McGregor, il pourrait combattre n'importe qui, ça fera toujours 1 million de pay-per-view. Moi, je pensais que... quand on parle superstar, pour moi, c'était un peu ça. C'était dans le sens, il se suffit à lui-même pour vraiment faire des énormes performances. Du coup, visiblement, non. Et c'est ça que je trouve intéressant. Mais donc, à moins que tu vois que tu aies d'autres trucs, tu vois, sur Adesanya, mais moi, du coup, ce qui je trouve vachement intéressant, c'est aussi que... Oliveira, là, il est en train de vraiment se placer. Parce que pour le coup, lui, ça a fait crescendo, ses pay-per-view. Je crois que donc l'UFC 262, il me semble, c'était contre Chandler et ça a fait 300 000. C'était lui le main event. Il faudra voir quels étaient les autres combats de la carte. Il y avait Tony Ferguson contre Beneil Dariush. C'était l'autre gros choc. Voilà. Et je sais pas s'il vend beaucoup de pay-per-view, Tony, même si on l'aime tous. Je pense quand même. Un petit peu, tu penses? À mon avis. Pourquoi poursuivre Big Rusty? Moi, je vais poursuivre sur les stats de Oliveira. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Mais tu vas voir, parce que c'est lié aussi à Tony Ferguson. D'accord, parce que donc sur l'UFC 269... Ouais, contre Dustin Poirier. Contre Dustin Poirier, qui a fait un peu plus de 500 000 de pay-per-view, qui est donc un très bon score pour Oliveira. Il y avait donc qui? Il y avait Dustin Poirier contre Charles Oliveira. Et après? Et pas Tony Ferguson. Bon, voilà. Et là, donc... mais c'était un très très gros score, parce que même en termes de billetterie aussi, on avait été hyper impressionnés, ça rentrait dans le top 10 all-time de l'UFC. L'événement Dustin Poirier contre Charles Oliveira. Top 10 all-time? All-time, ouais. Ouais, non, c'était hardcore. De pay-per-view? Non, de billetterie. Ah oui, ok. Ah ouais, d'accord, pardon. Et donc son dernier en date contre Gaethje, je sais plus quel était, je crois que c'était 174, ouais. Et il a fait 480 000, il me semble. Oui. Donc, il y avait Tony Ferguson contre Michael Chandler. Ok, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que forcément, c'est peut-être lié à Tony Ferguson aussi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a visiblement un effet Charles Oliveira. Et donc ça fait plaisir pour lui déjà, parce que il touche des points de pay-per-view, donc c'est très bon pour lui, pour sa santé financière. La ceinture. Ah putain, non, j'espère quand même qu'ils vont pas faire ça, tu vois. On ne sait pas. Mais on n'en sait rien. Donc quand on dit qu'on espère qu'ils vont pas faire ça, c'est ne pas laisser, comme il n'a plus la ceinture, ne pas laisser Oliveira toucher les points de pay-per-view, mais ça me semble un peu trop gros quand même. Mais voilà, en tout cas, c'est parce qu'il est extrêmement spectaculaire et que les gens le savent, et ce qui est une perf, parce que tu vois, on dit très souvent qu'il faut savoir parler anglais pour vendre et pour machin. C'est l'exception qui confirme la règle, j'ai l'impression, Charles Oliveira, parce qu'il ne parle pas anglais. Après, il a tellement une attitude que même en portugais, en brésilien, ça passe, tu vois. Enfin, quand il fait The Champion has a name and it's Charles Oliveira, c'est quand même une énorme punchline. Et même quand ça doit être traduit en japonais, en portugais, ça claque quand même un peu. Mais ce sont surtout ses performances qui vendent à Charles Oliveira. Parce que, par exemple,
Vers la fin de sa carrière, je ne sais plus s'il vendait beaucoup Anderson Silva, mais je crois que dans son prime, il vendait pas mal, parce que je sais que les chiffres en pay-per-view avec Chesonen et Weidman, c'était des très bons scores. Donc, et il parlait pas beaucoup anglais, un petit peu, mais pas beaucoup. José Aldo, qui n'était pas une grosse star en pay-per-view, ne parlait pas anglais. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment pour faire une espèce de petit tour d'horizon du paysage pay-per-view en fonction de différentes métriques. Et donc, Charles Oliveira, superstar, quoi, et qui est, j'ai l'impression, en train de supplanter un peu Adesanya. Après, j'ai envie de dire, voilà, le jour où Adesanya réaffrontera un gros nom, je pense que ça réexplose, quoi. C'est pour ça aussi, et c'est pour ça que cette année qui est extrêmement décevante de la part de... Oh, Big Rusty. C'est extrêmement décevante de la part de l'UFC. Pour moi, c'est... Je pense aussi que c'est une année donc, de transition. Ils placent un peu tout leur truc pour la fin d'année. Parce que la fin d'année peut être monstrueuse entre le retour de Conor. Et je pense pas qu'il aura le title shot. Mais il a dit qu'il revenait plus en 2023, non ? C'est soit décembre 2022, soit début d'année 2023. Okay. Ça dépendra. Je pense, ça dépendra aussi financièrement un peu si l'UFC se dit est-ce qu'on fait un push pour la fin de l'année pour que le chiffre soit bon. Et donc il y a ça qui peut être donc le retour de Conor McGregor, Charles Oliveira contre Islam Makhachev qui à mon avis sera intéressant aussi pour l'UFC. Adesanya contre Pereira qui je pense là aussi va faire pas mal de bruit. Ah, puis ensuite, ça dépend aussi de ce qui se passe pour Francis, s'il peut revenir à la fin de l'année. Mais Francis contre John Jones, surtout contre John Jones, ça peut être un truc de malade aussi. Donc il y a 4 combats sur le papier, donc 4 événements pour l'UFC. Attends, quand tu dis Francis contre John Jones, de toute façon, lui, il affronte Miocic ? Ça dépend, parce que là, il n'y a toujours pas d'infos, parce qu'il est censé revenir en septembre. On ne sait toujours pas, il y a juste Dana White qui a dit que ça y est, là, c'était clair, il était parvenu à un accord avec John Jones, mais on ne sait pas si... ça va être contre Stipe Miocic, si ça va être contre Francis. Même Dana White a dit on laisse un peu les trucs ouverts. Mais en tout cas, s'il y a John Jones, Francis Ngannou, je pense que ça marche aussi. Oui. Donc je pense aussi que l'UFC, évidemment, savent beaucoup plus de choses que nous et qui sont en mode on a débuté cette année-là pour placer tous nos trucs afin que novembre, Madison Square Garden, décembre, historiquement, les cartes sont quand même bien chargées pour tout ça, quoi. Et puis, on en avait parlé même en combat. Le fait que Pereira soit sur la même carte qu'Adesanya, bien sûr, évidemment, c'était pas anodin. Donc je pense aussi qu'ils sont dans une stratégie comme ça. Et souvenez-vous, c'était en 2016, quand l'UFC avait battu tous ses records avec Conor McGregor en termes de pay-per-view, c'était un peu le yo-yo mineur parce qu'on passait de Robbie Lawler contre Tyron Woodley à Conor McGregor contre Nate Diaz 2. Et quand vous regardez les performances, c'était 200 000 pour Tyron Woodley, 1,6 million pour Conor McGregor contre Nate Diaz. Et je pense que là, ils sont aussi dans une stratégie similaire où ils se disent faut investir sur les mecs parce qu'on sait que de toute façon les gars ne deviennent pas des stars du jour au lendemain, mais en même temps on sait qu'en sacrifiant ces événements là ça fait qu'il y a des gens qui commencent à découvrir les gars et que petit à petit ça commence à arriver parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais il y a un mec où c'est très intéressant pour la suite, c'est Khamzat. Et là il n'a pas de date de retour non plus, mais peu importe ce qu'il y aura, je pense que ça peut être très très intéressant pour l'UFC aussi. Donc non, je pense que là c'est... et c'est le dernier point qui est aussi très très important, c'est que depuis que l'UFC a été racheté par WME-IMG, il y a cette importance pour eux d'être très très rentable. Donc je pense aussi que là, ils sont vraiment dans un truc où on va y aller à fond d'ici quelques... Pas qu'ils n'ont pas le choix, mais comme maintenant, en plus, l'UFC est coté en bourse, t'es obligé d'avoir des résultats. Donc, ils vont être obligés à un moment donné d'avoir l'événement banger. Et c'est pour ça que je le dis aussi, ne soyez pas surpris si ils précipitent un peu un Charles Oliveira, Conor McGregor, en mode, clairement, cette année, ça n'a pas été au niveau en termes de résultats. Faut qu'on sorte le truc de malade. Et voilà, parce que l'année dernière, ils ont quand même eu 2 combats de Conor McGregor. 1,6 million, 1,8 million. Ce qui pour eux c'est comme s'il y avait eu 6 mois de plus dans l'année, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est 13e, 14e, 15e mois. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Donc c'est pour ça, ça m'embêterait un peu parce que surtout Kroos l'a dit et a raison, Conor McGregor il peut affronter n'importe qui, ça va être un gros succès pour l'UFC. Donc plutôt que d'avoir, mais ils l'ont montré quand même pas mal de fois, à savoir voir, on va dire, un succès un petit peu court-termiste en termes de pay-per-view, plutôt que de construire le truc, moi je préférais qu'ils se disent Conor, on lui fait 2 combats, un premier qui est tranquille pour le retour et ensuite Charles Oliveira, et c'est aussi très probable qu'ils se disent allez, on met all-in pour taper les 2 millions de pay-per-view à la fin de l'année. Ouais, non, c'est clair. Oui. Parce qu'effectivement, Makhachev Oliveira n'est toujours pas signé, je crois. Non. Et Charles Oliveira passe son temps, qui a dit d'ailleurs, j'étais très surpris en gros, il a dit qu'il son choix
était Conor McGregor, mais si l'UFC voulait le faire affronter Islam Makhachev, il faudrait le payer très très cher. Il a tellement raison. Ouais, mais c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Par contre, le truc que j'aime bien, c'est le fait qu'ils disent j'ai envie d'avoir Conor au Brésil. Et franchement, ce serait la folie. Mais je pense, et là non plus malheureusement, parce que en gros, c'est pour ça qu'aussi la plupart des gros combats sont à Las Vegas, c'est parce qu'il y a l'argent des paris, il y a l'argent des jeux, enfin, il y a tout ce qui est autour de l'événement qui ne peut se faire quasiment qu'à Las Vegas. C'est pour ça que les gros chocs, malheureusement, parce qu'avec Rust, on fait campagne depuis de nombreuses années pour un retour de Conor McGregor en Irlande, et bref, c'est la raison pour laquelle l'UFC fait la plupart de ses gros événements à Las Vegas. Et quand les gros combats ne sont pas à Las Vegas, c'est parce que le pays hôte paye une énorme somme à l'UFC, ce qui fait qu'on a eu par exemple la Fight Island, ou même là, c'était pas un gros event, mais l'UFC 275 à Singapour, c'est parce que Singapour a payé pour accueillir l'événement. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est possible? Enfin, tu sais, on dit qu'il faut que ce soit à Vegas pour les paris, des trucs comme ça, parce que c'est là où est tout le bif pour l'UFC, et pour surtout le Nevada et tout ça. Mais si c'est sur le même fuseau horaire, qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait tout autant de paris? Moi, je pense que c'est... Comme en gros ce qui se passe quand il y a... c'était Canelo, je crois que c'était Canelo contre Gennady Golovkin. En gros, l'aéroport... Non, c'était McGregor contre Mayweather. L'aéroport, il y avait tous les jets qui étaient à l'aéroport. Il y avait quasiment un embouteillage de jets à l'aéroport. Et je pense qu'en fait, c'est en gros, tous les parieurs, tous les mecs qui sont dans le truc vont plutôt faire ça à Las Vegas qu'au Brésil, parce que forcément tu peux pas être présent sur place, il n'y a pas toutes les animations qu'il va y avoir aussi. Ah, donc c'est une histoire de gros parieurs plutôt que de tout un chacun. Ah oui, c'est ça, puis même tous les événements. Tu sais, genre que ce soit par exemple les after-parties aussi, qu'organise l'UFC ou les combattants après les événements. Ça se fait beaucoup plus aux États-Unis que donc c'est surtout tout le décorum qui fait vivre un peu la ville et qui fait que pour et l'UFC Vegas, aussi, c'est ça. Et l'UFC, c'est d'accord, ouais. Donc c'est les paris, mais c'est surtout que du coup c'est un événement, une espèce de village événement, le temps qu'il y a l'UFC qui est là-bas, qui fait que ça dope toute l'économie locale et celle les affaires du UFC. Ok. Ouais, et puis toute la culture qu'il y a autour parce que même quand il y a les événements au Madison Square Garden, c'est un peu moins, enfin c'est très, on va dire pour les athlètes c'est très prestigieux et l'organisation aussi, mais tu vois que ce soit en termes de taxes. En termes de taxes, où les gars sont taxés de malades quand ils sont à New York. Enfin, il y a tous les à côté qui font que c'est moins intéressant. Quand il combat et que c'est à Las Vegas, au niveau du Proper 12, il explose tout. Je pense qu'à New York, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a moins ce côté, on va mettre ça en avant, on va mettre ça dans les casinos, enfin, tout le monde gagne un petit peu moins quand c'est en dehors de Las Vegas. Et je pense aussi, ça aussi, c'est un dernier point, que ce soit fuseau horaire ou pas, et c'est vrai que vous allez sûrement le voir là quand il y aura l'UFC à Paris, quand l'événement est dans la ville, tout le monde est plus investi que, par exemple, quand il y a l'UFC London, où en soi, c'est à 1h30 en Eurostar, mais on n'a pas l'impression d'être vraiment dans le truc, alors que quand il y a, c'est à côté, que ce soit les bars, parce que l'UFC aussi, c'est ça qui est important. Je sais plus quel événement il y avait, mais en gros, l'UFC a énormément augmenté aussi ses revenus en termes de pay-per-view par les bars. On avait lu un truc là-dessus. Ouais, c'est vrai. De droits dans les bars. Et donc ça aussi, je pense que quand t'as le truc qui est aux États-Unis ou même à Las Vegas, les gens forcément vont dans les bars, vont consommer plus, vont peut-être se dire ce soir je vais peut-être jouer un petit peu... tout un truc qui fait que c'est plus propice à faire ça à Las Vegas plutôt que si c'est au Brésil. Tandis qu'au Brésil, c'est sur les chaînes nationales, c'est ça? C'est même pas du pay-per-view? Je crois que c'est pas du pay-per-view, et puis même, forcément, à mon avis, tout ce qui est les jeux, DraftKings et tout, tu le fais un petit peu moins. Ouais. Puis même les droits, les fees pour les bars, c'est peut-être moins important, effectivement, je pense, si c'est à Rio, un truc comme ça. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Mais ça, on avait lu un truc comme... en gros, aujourd'hui, le business UFC avec les bars, avec les cinémas, ça augmente vraiment. Ils sont partout. Ils sont très très chauds. Ils sont trop forts. Big Rusty, on a terminé avec cette parenthèse UFC 276. On voulait peut-être ajouter un truc sur Volkanovski pour boucler la boucle UFC 276, sa blessure. Pour la boucler, simplement sur le fait que c'est peut-être le pouce. Je veux la boucler. T'inquiète pas que je vais la boucler, une pote. Mais c'est en fait ce qui m'ennuie, c'est que j'ai été regarder ça juste avant parce qu'en fait je me suis dit parce que c'est l'information qui est donc qu'il s'est pété le pouce en fait au deuxième round de son combat contre Max Holloway, Volkanovski, ce qui est hallucinant quand on sait la performance qu'était ce combat. Après, j'aurais bien aimé savoir de quelle main en fait.
soit c'est moi qui ai lu trop vite, parce qu'en fait j'ai re-regardé ça juste avant en mode putain mais attends c'est quelle main, juste avant le podcast là, j'ai pas vu, j'ai pas trouvé, mais ce serait intéressant de voir quelle main pour savoir, parce que même si tu jabbes pas pouce en avant, mais frapper quand même si c'est ton pouce qui est touché, frapper de façon répétée avec ta main qui jabbe, si t'as le pouce pété, ça doit être vraiment, oui il y a l'adrénaline et tout tu vois, mais ça doit rajouter quand même une douleur qui fait que putain si en plus c'est sa main avant qui a jabbé All Night qui était pété, vraiment c'est fou. De toute façon c'est fou, mais ce sera encore plus fou, donc j'aimerais bien savoir. Ouais. Et donc opéré, 12 semaines d'absence pour Volkanovski, clairement rien d'alarmant, puisque 12 semaines, je l'imaginais pas moi combattre avant 3 mois de toute façon, parce que soit en featherweight ou en lightweight, il y a des petites affaires à régler. Ouais, voilà, de toute façon, comme là, il a pour le coup, il a fini le jeu en featherweight. Bon, bah, c'est, voilà, là, si je le vois pas avant 6 mois, ça me choquerait pas. Juste, soit que ça se décante en featherweight, 2, soit qu'il prépare sa montée en lightweight. Dans tous les cas, là, il a bien mérité du repos. Et c'est la seule chose que j'espère, moi, c'est vraiment pour le retour de Volkanovski, son prochain combat, je veux que ce soit un gros truc. Ouais. Peu importe, mais je veux que ce soit un gros truc et que tout le monde se disent, je pense pas que ça va faire des gros scores en pay-per-view, mais que ce soit vraiment un événement où on soit ok, là c'est l'histoire qui va pouvoir se jouer, donc quand je dis ça, c'est forcément title shot chez les lightweight. Big Rusty, on a terminé ? Ouais. Et bah formidable, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out my sweet protein. Vous l'avez vu, nous portions exactement le même t-shirt avec Big Rusty aujourd'hui. Même pas fait exprès. Voilà, c'est vrai, même pas fait exprès. Il y a les soldes en ce moment sur My Protein, vous avez un pourcentage supplémentaire avec le code la sueur. À très vite pour de nouvelles aventures. Et puis là, c'est notre freezer, le banger absolu d'Onae. Onae.fr sont nos savons. Vous allez voir un effet menthol garanti. Et puis merci à vous. Mollo, ça a fait vraiment super froid. Quoi. Et merci à vous d'avoir fait du freezer un succès. Et puis également du Durden. On en a un autre qui va bientôt être sold out. Donc merci à vous. See ya.